Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Déclic pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Ker. On a fait un petit peu moins de vidéos ces derniers temps parce que Ker a voulu nous entraîner dans une tournée des salles des fêtes picardes. Je parle évidemment de la Ferme Blanche à Épagnette, au Soleil de Picardie à Presles-les-Bauves, au Clos de l'Écuyer à Hont-en-Bresse, la Ramboise à Saint-Maximin, la Grange au Blé. Ah, la Grange au Blé, très 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 belle salle des fêtes qui est en Poix de Picardie, et les voûtes du Plessier. Ah, les voûtes du Plessier, ça c'était magique. Du coup, en Griven, mais ça c'était en Somme. Donc merci à toi Ker pour On dit avoir dans fait la Somme. organiser Dans la Somme. cette tournée, voilà, où Ker faisait son one-man show, hein, je rappelle, un homme, une betterave. Que se passe-t-il? Et du coup, tu es revenu pour faire des vidéos sur cette chaîne. Merci à toi d'être avec nous. On a hâte que tu nous racontes un petit peu tes sensations, tes sentiments, et évidemment que tu nous parles du point pognon et des news cinéma-série, qui est la vraie raison pour laquelle les gens sont sans doute venus sur cette vidéo. Voilà, je dis n'importe quoi, mais ça me fait C'est plaisir de citer ces grandes villes et ces grands lieux de fête de notre patrimoine français. Parce que c'est la marrant parce que Picardie, tu fais genre donc la Picardie et tout, la campagne profonde, mais t'as cité Saint-Maximin et les gens de l'Oise ne connaissent Saint-Maximin que pour sa gigantesque zone commerciale et absolument pas pour ses champs ou ses fermes, hein. Mais bon, oui. Donc alors on est là, les amis, pour vous parler donc de toute l'actu ciné-série de la semaine. Et comme l'a dit Greg, on commence par le point pognon. Alors, ce point pognon, les amis, on est dans une période calme, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. On attend la sortie tous de Tron RS, dont les premières critiques qui sont sorties ont calmé tout le monde. Alors quand je dis tout le monde, c'était les 2-3 personnes qui attendaient farouchement le nouveau Tron avec Jared Leto. Mais en attendant d'avoir les chiffres du box-office de Tron RS, et bien on a eu la sortie de Taylor Swift avec ça va être un documentaire. Je vous avoue, je ne me suis pas du tout intéressé au machin. Taylor Swift, The Official Release Party of a Showgirl, a pris la tête du box-office américain avec 34 millions de dollars pour son premier week-end. C'est moyen. Et ça a détrôné un film qui, malheureusement, est un échec commercial. C'est One Battle After Another, donc le film de Paul Thomas Anderson avec Leonardo DiCaprio, qui alors, par contre, est couvert de louanges par et la presse et le public, et fait partie des grands favoris pour les Oscars. Donc du côté de la Warner, on peut quand même se consoler. Et alors le truc qui m'a étonné, moi, c'est la sortie de The Smashing Machine, avec Dwayne Johnson. Donc premier rôle dramatique de Dwayne Johnson, film très attendu. Il y a eu un énorme teasing sur le fait que voilà, Dwayne Johnson voulait montrer qu'il était vraiment acteur. Et d'ailleurs, a priori, il est très bon, hein, dans ce film. Et ça s'est complètement vautré avec seulement 6 millions de dollars pour son week-end de lancement avec 3300 copies. C'est un petit peu moins en nombre de copies que Taylor Swift. Donc concrètement, le film pouvait faire beaucoup plus. Les gens n'ont pas voulu se déplacer pour aller voir le film. Et puis on fait un petit point sur les autres mastodontes de la période, en l'occurrence donc Conjuring, qui est déjà qui est à 460 millions de dollars au moment où on vous parle, donc il devrait dépasser le demi-milliard, pardon, demi-million, ça serait dramatique pour eux, mais cool pour nous, hein. Demi-milliard donc pour Conjuring, et il y en a un qui est nettement devant. C'est Demon Slayer avec plus de 640 millions de dollars au moment où je vous parle, et qui vient d'ailleurs de détrôner Dragon et de prendre la 5e place du box-office de l'année, toujours dominé par le film chinois dont je ne sais pas dire le nom, Nisa 2, et Lilo et Stitch, qui est quand même loin derrière. Nisa 2 a dépassé... Alors, Box Office Mojo ne veut pas le dire, mais Nisa 2 a dépassé les 2 milliards, félicitations à lui. Lilo et Stitch a dépassé le milliard, Minecraft est à 957 millions, et Jurassic World ne dépassera donc jamais les 900 millions, sauf s'il y a une ressortie et que pour une raison qui dépasse l'entendement. Genre, pour sauver l'humanité, on est tous obligés d'aller voir Jurassic World Rebirth. Alors là, oui, il passera les 900 millions, mais sinon, non, hein. Et un petit point sur la France quand même, pour vous dire que Une bataille après l'autre, c'est le titre français que je devrais utiliser. C'est beaucoup plus facile que Another Battle
And the girl in the passage today, tomorrow. Brian is in the kitchen. Et ben une bataille après l'autre reste en tête après 2 semaines. Mon cher Greg, il est à 700 000 entrées. Et alors là, il y a un film iranien qui cartonne. Félicitations à lui. Puisque la meilleure sortie de la semaine, c'est un simple accident qui a fait 200 000 entrées. Et il fait mieux que le film de c'est pas de Stephen King, mais adapté de la nouvelle de Stephen King, donc The Long Walk, Marche ou Crève en français, 150 000 entrées seulement. Voilà mon cher Greg. Et alors en France, je trouve que c'est pas mal pour Demon Slayer, 1,5 million, c'est pas foufou non plus. Et Conjuring, pareil, avait fait un démarrage de ma boule, mais pour l'instant est à 2 millions d'entrées, plutôt correct. Pour un box-office annuel qui est dominé uniquement par Lilo et Stitch, seul film à avoir dépassé les 5 millions. Voilà. Dans les trucs qui arrivent dans les prochaines semaines en France, on a bien sûr Tron RS, que les gens n'iront pas voir. Et grosse question, mon cher Greg, auteur de Kaamelott, partie 2, qui débarque donc dans quelques jours. Je crois que c'est la semaine prochaine. Moi, je sens le bide. Tu sens le bide arriver, toi ? Alors, je parle en termes d'entrée, hein. Je sais pas du tout, parce que mine de rien, je pense que Kaamelott a une force en France d'entraînement. Et même si les gens étaient un petit peu déçus du premier, je les verrais bien redonner une chance. Après tout, en fait, il y a un truc sur lequel j'ai pas de visibilité, c'est que moi, je regarde quasiment plus du tout la télé classique. Et Astier est extrêmement apprécié du coup du grand public. Il faudrait juste qu'il fasse une grosse tournée de promotion dans toutes les émissions, dans tous les trucs, qu'il sorte quelques vannes marrantes pendant ces émissions, et le film peut faire un carton juste sur ça. Mais comment il pourrait faire Le premier a fait 1 million d'entrées, c'est un énorme échec. Là, c'est la suite. Non, mais la question c'est, est-ce qu'il peut refaire 1 million ou pas ? 1 million, c'est nul. Il faudrait que le film soit bon pour le dépasser Kaamelott. Déjà. Oui, pour moi, c'est improbable que Kaamelott soit un énorme carton et que ce soit pas un beat. Si tout est normal, si le film est de la qualité du premier, si la promotion est normale, en fait, le film va faire moins. Franchement, ce serait pas étonnant qu'il fasse 600 000, tu vois, ou même moins. On dit souvent que c'est la suite qui paye les pots cassés de la première, les gens sont déçus. Et là, je suis d'accord avec toi. Hein. Ce que je dis, c'est que y a une astérix sur les films d'Astier. Il est tellement apprécié qu'il pourrait y avoir sur une bonne communication une surprise. Mais on est d'accord que ça part de loin. Et moi, je pense que Astier a un public de niche un public qui a été large sur les premiers tomes de Kaamelott parce que le format court, mais je pense qu'il a perdu tout le grand public sur les dernières saisons de Kaamelott, et le film le confirme. Le premier s'est vautré, en plus il était pas bon. Moi qui étais content d'aller voir le premier, je vais pas du tout aller voir le deuxième. Donc non, je suis très 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 sceptique. Et alors je vais rester dans le box-office. Et juste, parce que... moi de mon côté, j'ai très hâte de voir le deuxième. Parce qu'il aura eu le temps de rebondir en fait. Hein ? Malgré le 1. Il aura eu le temps de rebondir. J'aime beaucoup Astier. Je pense il y a un truc sur Astier que moi je suis t'es en mode persuadé. Astier, Astier ne s'adapte pas. Hein. Astier, il fait son truc. Hein. S'il y a 12 personnes qui vont voir son film, il le fera comme ça. C'est complètement vrai. Il a jamais changé sur Kaamelott sur la fin de la série, alors que tout le monde disait non, mais là, ça va plus, il faut changer. Hein. Il n'a pas changé. Hein. Mais après, est-ce qu'il est capable d'une autocritique ? Outre les gens, ça, en fait. Je sais pas, je suis pas son psy. Non, mais son film était moins, enfin, il y avait des défauts vraiment intrinsèques au film, au rythme, à la mise en scène. Il regarde le film et comme tout le monde, il a un esprit critique, il est capable d'avoir son point de vue quand même. Ouais, non, moi j'y crois pas du tout à cette histoire. Je pense qu'il va y avoir une douche froide. Et donc je disais, je reste sur le box-office parce qu'il y a eu belle déclaration de Taylor Swift qui était invitée chez Jimmy Fallon et qui, tu sais, elle est en concurrence avec One Battle After Another, le film avec Leonardo DiCaprio. Et du coup, elle a eu ce mot doux pour son rival au box-office, même si je pense, elle se disait mais qu'il se plante ce film. Elle a dit Chase Infinity, qui est la révélation de One Battle After Another, et Teyana Taylor, qui est l'autre
Donc révélation de One Battle After Another. Ça y est, je l'ai, je suis content. Je le fais très mal, mais je suis content. Et elle a dit donc Chase Infinity et Teyana Taylor, mais comment vont-elles se partager l'Oscar? Et dis donc, Benicio était tellement drôle. Et Léo était hilarant. Nous avons tellement de chance d'être en vie en même temps que Paul Thomas Anderson. Trop bien, non? On a tellement de chance d'être. Moi, je trouvé cette déclaration vraiment sincère. Vraiment là, il y avait d'une profondeur abyssale. En vrai, elle s'en Voilà, fout. Elle est c'était un scud milliardaire. gratos pour Taylor Swift qui a rien demandé. Son La terrain, pauvre. c'est la musique. Mais du coup, le truc, l'effet négatif du succès de Taylor Swift, c'est le Smashing Machine. Oui. Enfin, Taylor Swift n'a fait que 35 millions et il y avait largement la place pour faire plus. Hein. Si les gens avaient voulu aller le voir, ils se sont pas dit Dwayne Johnson ou Taylor Swift. Non, je pense que ce week-end aux États-Unis, les gens se sont dit non, pas de ciné, non merci, ça ira. Alors, C'est vraiment des chiffres assez faibles. Hein. Oui, c'est la 6 catastrophe. millions, Même. c'est vraiment C'est la vraiment nul. Hein. C'est la catastrophe. Et j'entendais du coup des analystes américains expliquer que pour eux, ils attribuaient ça au fait que l'espace de communication avait été aspiré par Taylor Swift, pas les salles, juste la communication avait été aspirée par la popularité de J'ai Taylor entendu Swift. beaucoup plus parler le film surtout, de Dwayne Johnson que celui de Taylor Swift. Hein. Et surtout que d'après eux, sur le territoire américain, des films à vraiment destination du marché uniquement adulte, étaient pour eux presque une idée qui amenait un peu à l'échec. Que en gros, soit tu visais le grand public et tu donnais envie et tu donnais l'impression que ton film était à regarder le premier jour en salle, où en fait les gens se disaient, et le public du coup majeur se disait bon, c'est pas grave, c'est pas un film qui nécessite d'être regardé en IMAX, je le regarderai en plateforme de streaming. Et en fait, ce réflexe est définitivement en train d'enterrer un certain type de film, qui est des films qui sont plus intimistes, où on est recentré sur les personnes. Et s'il n'y a pas l'argument du grand écran, visiblement, les films vont, en tout cas c'était le point de vue des analystes, vont se faire enterrer les uns à la suite des autres. Et après, il disait aussi qu'il fallait relativiser le fandom de Dwayne Johnson, qui est visiblement plus capable de porter à lui tout seul un succès au box-office. Ouais. Et et alors petit truc que j'avais noté pour toi aussi, alors c'était au moment de la promo de son film dont on a parlé il y a peu de temps, donc c'est lié à l'actualité, donc j'ai glissé ça dans le point pognon, mais c'est un peu coquin de ma part. J'ai oublié le nom du film que personne n'est allé voir, le nouveau film de Margot Robbie. Et ben Margot Robbie, elle a eu un message pour nous, mon cher Greg. Elle a parlé spécifiquement de nous. Tu es prêt? Je te dis ce qu'elle a dit. Et elle a dit quelque chose qui, franchement, va te toucher. Elle a dit, si vous aimez Babylone, alors je vous aime aussi. Donc elle a parlé de nous. On a la même vision du cinéma. Voilà. Mec, Margot Robbie nous kiffe. Elle suit Cut and Click. Elle suit Cut and Click. Salut, Est-ce Margot. qu'elle suit Cult and Click avec une version traduite en IA de nos voix en anglais? Je sais même pas si c'est activé sur nos vidéos. Je parle pour tous ceux qui tombent sur Tu des penses vidéos que et il y a ont une version des IA vidéos où je parle française. anglais? Je sais pas si c'est activé sur nos vidéos, faudrait qu'on check. Tu parlais de est-ce Tron qu'ils Ares. ils traduisent quand je dis One Battle After Another? Ils le traduisent en anglais ou pas? Pour savoir si c'est vraiment l'humiliation ultime. Du coup, tu parlais de Tron Ares et tu disais que les gens n'iraient pas le voir. Et en fait, il y a les premières reviews du coup de presse qui sont en train de sortir et qui sont plutôt très négatives. Le film est dit comme à peine basique, émotionnellement complètement vide. Les premiers retours sont du coup timides. Cool. Au mieux, c'est timide. Mais ouais, là, ça sent pas bon pour Tron Ares, qui, du coup, a de moins en moins même si d'arguments les pour amener critiques les gens avaient en été salle. folles, hein. Même avec des critiques folles, le film a rempli. Il y a personne mené, quoi. Pourtant, t'es- visuellement et tout. T'es Moi, il y a un pessimiste ce stop. soir, c'est un truc de fou, quoi. Non, moi, il y a un Ouais. stop, c'est Jared Leto. Bah, Je ne peux L'Apocalypse, pas. bon, ça c'est sûr, ça c'est fiable. Le reste. Non, mais c'était certain. Jared Leto, moi, je pouvais pas me dire m'emballer pour Tron Ares avec Jared Leto. Greta Lee de Past Lives ou de Morning Show, bien sûr, mais Jared Leto, non, clairement pas.
Mais pourtant, première bande-annonce, ça avait l'air plutôt cool. Là, c'est dommage que les critiques soient vraiment mauvaises. Si le film avait eu des critiques dithyrambiques, là, je me serais dit, ok, Jared Leto, il a fait des trucs bien dans sa vie. Tu sais que Jared Leto a eu... Enfin, je fais juste une aparté. Dallas Buyers Club. Mais Jared Leto a fait... en juin, il y a eu des accusations que il serait plus ou moins en train de fonder un culte, tu vois, genre un truc un peu secte et tout. C'est pas jugé, donc on n'en sait rien. Mais en fait, quand j'avais vu les annonces, je me suis dit, ça va faire une Flash 2. Ça va faire comme Ezra Miller. On va avoir un acteur qui Non, va tout pas le monde pouvoir s'en fout. faire la communication. Enfin, vraiment, Tron Ares est parti avec des gros problèmes, quoi. On Ouais. enquille. Alors, Il a fait aussi Requiem for a Dream. Hein. Parce que j'ai dit, il a rien fait de bien dans sa vie. Je troll, bien évidemment. Non, mais Il a quand même fait des trucs solides. il a énormément de trucs solides. Enfin, sa participation à Fight Club, elle est ouf. Non, bah, il est dans un film culte. Ouais, il a un Ni toi second ni moi on rôle. l'est. Quoi? Non, mais il a un second rôle dans Fight Club. Mais alors, ça n'empêche rien. Il joue extrêmement bien dedans. Il est dans Requiem for a Dream, qui est un film préféré de beaucoup de gens, Ah quand même. oui, ça je viens Non, de le dire. enfin, tu parles comme si c'était pas un acteur. C'est un acteur qui est ouf. C'est juste que là, ces dernières d'autres années, il a fait des contre-performances. Joker, c'est voilà, c'est la cata, on est C'est d'accord. catastrophique. Mais le truc, c'est que ça catastrophique. n'enlève Morbius. pas le reste de sa carrière. Morbus, très bien. Non. Bah non, enfin, il a enchaîné les mauvais films. Ben oui, mais ça n'enlève rien au début de sa carrière. Et il est dans beaucoup de films cultes. C'est quand même pas dégueu. Beaucoup, tu m'en as cité deux. Bah, c'est Mr. Nobody, non? Oui, mais enfin, c'est pas culte, Mister Nobody. Hein. Mais Le c'est film un a très plein bon de film. défauts. C'est un très bon film. Oui. Un peu surcoté. Bon, vas-y, à toi, fais ta première news. Alors, il est dans le dernier Blade Runner. Enfin, c'est pas Oui, mon c'est vrai. film de la vie. Je Ok, préfère le oui, il premier est dans des le deux. dernier Mais Blade Runner, je valide. non, mais il est quand même dans beaucoup de bons films. Enfin, il est vraiment Attends, dans je vais beaucoup de regarder. films Bah, attends. exceptionnels. Je pensais pas qu'on allait remplacer la vidéo news par un focus Jared Leto. Non, mais tu l'attaques. Mais écoute, Le mec, le pauvre, faisons-le. le pauvre, il est. C'est vrai que je l'ai le détruit pauvre, j'en sais rien. Ça gratuitement. se trouve, il a fait des trucs horribles et la justice doit se prononcer. Mais le mec, il en prend plein la gueule, alors que ça se trouve, il est innocent et tu le tues. Présomption d'innocence. Non, mais là, mon cher Pierre. je parle juste de ces films. Hein. Moi, c'est toi qui as parlé de ces problèmes judiciaires. Moi, j'ai Alors, pas du tout suivi ça. parlons de la maison. Lord of War, quand même. Pas- Panic Room. C'est vrai qu'il est dans Panic Room. Mais non, mais American il a fait un Psycho. nombre de films qui sont ouf. La ligne rouge. La ligne rouge. La Bon, ligne ok, il a rouge. quelques films. Non, mais il est. Ah, ok, il a quelques. Bon, allez, Non, ok. mais il y a beaucoup d'acteurs Je qui rêveraient valide. d'être dans un seul de ces films cultes où il est, quoi. Bah oui. Cadmerade, par exemple. Mais oui. C'est toujours Cadmerade que je prends pour troller. Je sais pas Mais- pourquoi. Désolé, Et ça Cadmerade. n'a je sais aucun que tu sens nous parce que regardes. Cadmerade, il est dans Baron, il est dans des très Oui, bons oui. trucs aussi. Dans Qui a tué Pamela Rose. Bref, donc du coup, je voulais vous parler de la maison. Donc la Ah non, il maison est pas dans YouTube, Bref. à l'endroit où vous nous regardez sans doute, sauf si vous nous écoutez sur Spotify. Coucou à tous ceux qui nous écoutent sur Spotify. Si vous nous regardez sur YouTube, ce qui est donc l'écrasante majorité des gens, eh bien, je voulais vous parler de YouTube qui a fait énormément d'annonces. Et alors, ces annonces, eh ben, mes aïeux, c'est sympatoche. Alors, vous avez dû le voir, il y a un espèce de boxon en ce moment sur l'histoire de l'algorithme. Les chaînes, il y a des chaînes qui annoncent avoir perdu 50% de leurs vues, d'autres 30%, d'autres 90%, etc., etc. Bon, ça en vrai, vous spectateurs, ça vous touche pas ou peu, enfin pas tout simplement. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les annonces qui ont été faites, parce que ça, pour le coup, je pense que ça vous et nous touche. En gros, YouTube a annoncé qu'ils allaient mettre à disponibilité énormément d'outils d'IA pour les créateurs. Donc, à savoir qu'en gros, ils le mettent à disposition à la fois pour les shorts et à la fois pour les versions courtes. Donc, dedans, il y a quoi? Il y aurait du consulting de vidéos. Tu peux parler avec une IA pour lui dire en fait, j'ai pas d'idée, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire? J'ai une idée qui va être de faire une danse. Et en gros, donc ça, c'est déjà, je trouve, franchement, un peu Parle tristou. de Jared Leto. Ouais, fais une vidéo sur Jared. Et le deuxième truc, c'est il va y avoir, donc tu peux écrire un petit prompt
ça te fait des extraits de vidéo. Il y a le fait de te prendre une vidéo de toi et l'IA te fait faire une chorégraphie ou te met dans d'autres décors, etc. Enfin bref, il y a toute une palanquée d'outils qui sont mis à disposition, qui sont aussi bien mis à disposition du coup des chaînes qui ont déjà des abonnés que les chaînes naissantes. De mon point de vue, à la fois de personnes qui fait des vidéos avec IA, mais de mon point de vue d'utilisateur et spectateur de YouTube, ça m'inquiète énormément, tout simplement parce que le sujet un petit peu derrière, c'est que ça veut dire qu'il y a toute cette logique des IA slop, donc c'est-à-dire le fait de faire des vidéos IA un peu pourries, parfois fake news, parfois pas, mais qui sont juste là pour essayer de nous arnaquer pour qu'on clique sur la vidéo et qu'on se rende compte que c'est nul et on passe à la suite. Mais ils auront eu un petit pré-roll publicitaire pour gagner des sous. Ça m'inquiète que tout ça, en fait, augmente ces mauvais usages, baisse la qualité des vidéos. Alors si c'est, par exemple, on a avec Care réfléchi à faire une petite vidéo documentaire sur un sujet. Et le truc, c'est que Jared Leto. d'avoir des images d'illustration où on met un prompt pour que on ait un truc qui illustre la vidéo pour qu'elle soit plus sympa et moins aride que juste notre voix off, c'est vrai que dans cet usage-là, je me dis pourquoi pas. Mais une vidéo dont le seul intérêt serait vraiment que de mettre des trucs qui juste sont là pour attirer l'œil. Donc en fait, par exemple, il y en a plein qui font des vidéos avec des chats qui font des chorégraphies de danse, etc. Enfin, j'ai vraiment peur que ça fasse baisser la qualité de la plateforme. Le truc, c'est qu'en même temps, toutes les autres plateformes sont aussi en train de baisser leur qualité, et on va en parler après. Mais voilà, moi, je me dis que c'est quand même pas mal de faire les trucs un peu artisanal, là, comme ça. Pourquoi pas avoir un ou deux éléments où on a un peu un extrait d'IA, et encore... voilà, donc ne soyez pas surpris si vous voyez une explosion de vidéos générées par IA sur YouTube. YouTube met à disposition directement les outils pour ses créateurs. Est-ce que tu te sentirais... Moi, je me dis, si on commençait une chaîne YouTube, le premier truc que je ferais, c'est que déjà, je me mettrais genre une belle gueule, tu vois, genre, comme ça, tout le temps. Je me ferais, genre un sourire, une catchphrase. Tu vois, genre un truc, genre, c'est trop bien, qu'un sourire. On se ferait une version américaine. Dans ton délire, on peut faire du deepfake et tout. Enfin, on peut se modifier physiquement et tout. Ah oui, on pourrait te remettre des cheveux. Non, j'ai pas de problème avec ça. Non, j'allais m'auto-troller, mais bon, vu que tu m'as trollé avant, tant pis. Non, j'allais dire me mettre des muscles ou des chaussettes. Parce que c'est vrai que c'est agaçant de faire des vidéos sans chaussettes. Ok. Voilà. Et alors pour l'anecdote, parce que là il faut que je le dise, cet été nous avons fait donc beaucoup de vidéos, elles sont d'ailleurs sur la chaîne, et on l'a fait en plus une semaine où j'avais le Covid. Donc j'étais KO frappadingue, et donc dans les vidéos j'explique au début pourquoi est-ce que je suis pas en forme. Donc, je dis j'ai le Covid, donc c'est marrant parce que dans les commentaires, il y a plein de gens qui ont dit, comme on les a diffusés sur plusieurs semaines, ils ont dit bah il est toujours malade celui-là. Bon, oui, en fait ça a été en même temps tourné en même temps. Mais surtout c'est qu'on a on a une espèce d'aide qui nous donne des titres. Il nous propose des titres. Genre il scanne la vidéo, il propose des titres. Moi je l'utilise pas, mais il le propose. Et sur une des vidéos où on commence en disant donc que j'ai le Covid, le titre qui m'a été proposé, c'était il découvre que son meilleur ami a le Covid, comment va-t-il réagir? Point d'interrogation. Et ça, c'était très drôle parce que c'était une vidéo de 1h30, je crois, sur un classement de super-héros. Enfin, ça avait absolument rien à voir. On en a parlé pendant 10 secondes. Et l'IA Enfin, vraiment, c'était très drôle. Voilà. Je ne savais pas. Donc, je fais une autre news? Ben, vas-y, mon cher Kerr. Alors, je vous en avais parlé la semaine. C'est là bien. Ah, vas-y. C'est demandé si gentiment. Non, vas-y, s'il te plaît, si tu peux en faire une vraiment chouette, ça serait cool. Ok. Alors, c'est demandé très gentiment, donc j'y vais. La semaine dernière, on avait dit que le film Hit 2 avançait, mais qu'il était confronté à des difficultés de financement notamment, et que c'était la possible arrivée de Leonardo DiCaprio qui devait régler le problème. Et ben, ça s'est confirmé puisque Hit 2
avec Michael Mann est officiel depuis quelques heures. Et il y a déjà des grosses rumeurs sur le casting, puisque potentiellement pourrait rejoindre le film. Personne n'a signé, hein, donc vous emballez pas. Ne sortez pas dans la rue pour klaxonner. Ce qui serait très chelou avec ce que je vais vous annoncer, mais pourquoi pas. Potentiellement devrait rejoindre le film DiCaprio, Austin Butler, qui est absolument partout. Il a quand même commencé dans les chroniques de Shannara. C'est vraiment le délire, tu vois. Il jouait dans les chroniques de Shannara, qui était vraiment une série bidon, et où en plus il était insupportable. Le mec derrière, il joue Elvis Presley, il joue dans Dune, il enchaîne des films avec Aronofsky, là il va faire Hit 2, non mais il a joué dans les chroniques de Shannara. Et pourquoi pas des grands rôles à Jared Leto aussi, pendant qu'on y est. Non mais là, je tape sur Austin Butler, il a rien demandé. Adam Driver, ça quand même c'est la grande classe, euh, mondialement connu pour son rôle de Kylo Ren, et Bradley Cooper, qui est un... alors, pour ceux qui ne connaissent pas Bradley Cooper, c'est Rocket Raccoon, hein, chez Marvel. Comment, comment réduire la carrière de Bradley Cooper. Donc voilà, les 4 sont en liste pour être dans Hit 2 de Michael Mann. Donc voilà, et c'est Amazon qui va distribuer le film. Donc est-ce qu'on aura une sortie direct to Prime Video de Hit 2 de Michael Mann, où on sera coupé toutes les 30 minutes par une pub pour Haribo et une autre pub pour le dernier film français complètement bidon que Prime vient de sortir. Mystère. Non, je pense que le film sortira bien évidemment au cinéma. Voilà mon cher Greg, ça te chauffe Hit 2? Ouais, tu avais déjà dit la semaine dernière que tu étais emballé, donc... À fond, tout à fait. Ça n'a pas bougé. Et alors, puisque je parle de projet... Attends, petite pardon, news, parce que ça fait un moment que je veux la faire, celle-là, et comme aujourd'hui, il y a eu une confirmation, une officialisation de Netflix, je vais le faire. Il y a un film 10% qui était annoncé et qui a été confirmé. Donc, c'est le passage en film donc, de la série 10%, que l'on a pu voir donc, sur Netflix. Excellente série française. Notamment avec Camille Cotin et puis tout le reste du casting qui est très bon, mais j'ai oublié tous les noms, je suis désolé. Et je les ai pas notés, donc my bad. Mais voilà, 10% arrive en film avec le retour de tout le casting. Voilà mon cher Greg, allez à toi, fais-nous rêver. Eh bien, je vais pas te faire rêver du tout, hein, je te le dis tout de suite. Donc, autre news IA, je suis désolé, je vais en avoir 3. Je sais que les news IA s'appelaient pas à tout le monde. Il y en a 3, ne vous inquiétez pas. Ouais. Après, on va vous reparler ciné. Mais attends, mon cher Greg, attends, non, ne t'emballe pas, tu dis je parle IA et après je parle ciné. Mais aujourd'hui, les deux sont inséparables. Eh bien, l'IA est partout. À toi. Et en fait, tu ne te rends pas compte à quel point cette phrase est vraie, mon cher Kerr, et on va en parler dans Je sais, pas longtemps. c'est ça qui est terrible. Juste, ça n'a aucun rapport, mais donc ChatGPT vient de passer les 800 millions de comptes utilisateurs. Il a pris 100 millions d'utilisateurs en l'espace de 2 mois. Donc voilà, donc effectivement, c'est là. C'est un peu plus que nous. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour qu'on essaye de rattraper le nombre d'abonnés de ChatGPT. S'il y a un gros soulèvement populaire dans plein de pays où on ne diffuse C'est pas... un gros soulèvement populaire. Eh bien, donc ma première news, IA, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est donc OpenAI a sorti Sora 2, donc un système pour créer sur des prompts des vidéos qui sont assez bluffantes. Pour info, Sora 2, c'est pas disponible en France. Et en fait, eh bien, il y a plein de gens qui ont refait des bouts de Dune, des bouts de South Park et des bouts de plein d'autres créations pop du coup avec Sora 2. Et ce qui a un peu gêné les studios et les ayants droit d'une manière générale, ce que je pense on peut imaginer. Et du coup, il y a un lobby, un gros lobby, donc c'est plein d'ayants droit qui mettent des sous dans un lobby pour essayer d'aller taper sur ceux qui ne respectent pas la gestion des droits. Et donc ça s'appelle MPA, et MPA exige qu'il y ait des actions tout de suite et instantanées pour réguler Sora 2. Donc OpenAI a dû, avec Sam Altman, son président, ont réagi tout de suite en disant qu'ils allaient faire un contrôle granulaire de toutes les vidéos qui allaient sortir, etc. Mais pour l'instant, au moment où on enregistre cette vidéo, c'est un beau bordel, tout simplement, puisque là, il y a
des milliers de vidéos sur Pokémon, sur Bob l'éponge, qui sont produits par Sora 2 et que ChatGPT et donc Sora 2 n'arrivent pas à endiguer. Alors, le truc, c'est que il faut savoir que ça se passe dans un contexte où il y a plusieurs studios qui ont déjà fait des procès à des systèmes de prompt, notamment Midjourney, pour des très très gros montants. Donc là, si OpenAI ne réagit pas très vite, il pourrait y avoir des procès de plusieurs centaines de millions de dollars d'enjeux. Donc c'est sûr que moi, je ne serais pas surpris qu'ils coupent le service, honnêtement. La question, c'est en fait comment ils vont faire. Parce que si vous avez déjà essayé de demander à ChatGPT, est-ce que tu peux me faire une image de Star Wars? Eh bien, ChatGPT va te dire non, je ne peux pas, problème de droit d'image, c'est pas ma faute. Mais si vous lui dites, est-ce que tu peux me générer une image qui est dans une galaxie très très lointaine avec des chevaliers et des sabres laser? Il va vous faire, là c'est open bar, là il va vous mettre les logos des rebelles, de Star Wars, il va vous mettre les vaisseaux de Star Wars, des X-Wing, enfin en gros il faut juste trouver les quelques mots-clés qui sont restés dans l'algorithme pour pouvoir générer en fait, faire générer des créations qui ne sont pour le coup pas du tout libres de droit, et on voit, c'est un système qui permet vraiment de voir que les IA ont été entraînés avec toutes ces œuvres. Et du coup, je sais pas où ça va. J'avoue que j'aimerais bien, effectivement, que ça permette de mettre des garde-fous. Alors, les ayants droit, ils n'ont pas besoin de OpenAI pour gagner des sous. Hein. Enfin, qu'on soit bien d'accord. Mais le truc, c'est que d'avoir des garde-fous pour qu'on ne se retrouve pas avec un film Seigneur des Anneaux suédé 1000 fois et que en fait on ait tous l'impression que tout est moche et tout est nul parce que tout a été revomi par des IA des milliers de fois, ça me dérangerait pas. Après, il y a des festivals, j'en avais parlé sur une vidéo sur l'IA, il y a des festivals de films qui, au contraire, prennent un parti complètement différent et disent non, mais en fait, c'est comme ça, on donne la chance à n'importe qui de faire son film d'Heroic Fantasy, mais c'est pas obligé de faire un film d'Heroic Fantasy qui est Le Seigneur des Anneaux ou qui est sur Warcraft ou autre. Donc voilà, vraiment situation de crise aux US et au niveau de l'IA. La semaine dernière, on vous parlait donc de l'actrice qui n'existait pas, mais ce n'est que le commencement et on va en reparler dans quelques instants. Eh ben moi j'ai un truc à dire là-dessus mon cher Greg, parce que tu parles bien évidemment des ayants droit et tu as raison, mais ça pose aussi un autre problème avec la génération de ces vidéos, etc. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui font des vidéos via donc ces IA en reprenant notamment l'apparence de personnes défuntes et pour leur rendre hommage. Alors, ou des créations, tu vois, de leurs artistes préférés. Alors, c'est pas des personnes défuntes, mais Miyazaki par exemple, il y a des tonnes de trucs pondus en sauce Ghibli en mode t'as vu, j'ai fait Totoro et tout. Ça ne plaît à littéralement aucun des artistes à qui ces créateurs via IA sont pseudo censés rendre hommage. Il y a eu Keanu Reeves qui a réagi cette semaine pour dire que vraiment il détestait. Et il y a eu un coup de gueule que je voulais te lire, qui est le coup de gueule de Zelda Williams, qui est la petite fille, donc enfin la fille, de Robin Williams, qui nous manque tous les jours, et qui a déclaré, donc à propos de ces vidéos générées par IA reprenant l'apparence de son père. Donc voici ce que dit Zelda Williams. Arrêtez de croire que je veux voir ça ou que je comprendrai, je rigole parce que c'est ma 12e prise. Je ne comprendrai pas et je ne comprendrai jamais. Si vous essayez juste de me troller, j'ai vu bien pire. Mais s'il vous plaît, si vous avez un peu de décence, arrêtez de lui faire ça. À moi aussi, à tout le monde. Point final. C'est stupide, c'est une perte de temps et d'énergie. Et croyez-moi, ce n'est pas ce qu'il veut. Regardez l'héritage de vraies personnes se résumer à « Ah, ça leur ressemble vaguement » et ça suffit. Juste pour que d'autres personnes puissent produire d'horribles conneries sur TikTok en les manipulant est exaspérant. Vous ne faites pas de l'art, vous transformez la vie des êtres humains, l'histoire de l'art et de la musique en hot-dog dégoûtant et ultra transformé, puis vous les faites avaler à quelqu'un en espérant qu'il vous le fera un petit signe d'approbation et appréciera. Ce que vous faites est dégueulasse. Voilà le point de vue de Zelda Williams, je l'ai trouvé très pertinent. Voilà mon cher. T'es d'accord avec ça ?
Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Puisqu'on est sur le sujet, comme ça je traite un peu mes sujets d'IA à la suite et on pourra passer à d'autres choses après. Il y a une chaîne de télé qui s'appelle Roxy, qui est une chaîne musicale qui appartient à Fast Stream et qui eh bien, a pris le parti de sucrer tous ses animateurs télé et tous les lancements en fait des clips musicaux, parce que c'est une chaîne qui est surtout fait de clips musicaux, sont faits par des animateurs digitaux. Donc c'est des prompts avec à chaque fois une petite anecdote sur le clip et il y a une nouvelle animatrice, un nouvel animateur à chaque, pas à chaque clip, mais à tous les 4-5 clips, comme l'était la politique de la chaîne. Franchement, ouais. J'ai vu des trucs. L'image, ça se voit, c'est cramé à 2000 que c'est de l'IA. Et la voix, elle est vraiment. On sent un petit peu de robotique et tout, c'est même pas bien fait. C'est vraiment la logique de genre comment on essore les marchés, les chaînes de télé, ça coûte trop cher, les trucs comme ça. Comment est-ce qu'on fait pour du moins cher. Moi, j'espère que concrètement, ça poussera à ce qu'il y ait moins de personnes qui regardent cette chaîne pour que ça ne les chauffe pas trop. Et pour info, c'est une chaîne qui appartient à un groupe qui s'appelle Fast Stream, qui lui-même appartient à beaucoup d'artistes musicaux, comme Adam Clayton de YouTube, Paul McGuinness, Simon Conwell, Robbie Williams, Kylie Minogue, Sinclair. Donc en fait, le truc, c'est que je suis surpris que des artistes qui possèdent ça aient pas mis un veto illico presto sur ce genre de truc, sachant que le monde de la musique est lui-même beaucoup attaqué par la musique d'IA là en ce moment. Voilà. Ouais, mais ça permet à David Guetta de faire des nouveaux singles et ça c'est cool. Alors moi il y a un autre truc sur l'IA que je voulais dire. Désolé, David Guetta a pris aussi. Il y a eu un truc au Comic Con de New York, je crois. C'est lié à l'IA, donc c'est un hologramme IA de Stanley qui accueillait les gens qui arrivaient au Comic Con. Voilà. On n'a qu'à ouvrir son cercueil, puis on le met à l'entrée d'un Comic Con. Voilà, comme ça les gens passent devant. Moi, j'adhère pas du tout. Je pense que vous l'avez compris. Je vais parler d'autre chose, tiens, pour vous dire, voilà, on s'éloigne de l'IA, mon cher Greg. Es-tu prêt? Il va y avoir une saison 2 pour Dexter Résurrection. C'est une des belles surprises de l'été. D'ailleurs, on a oublié de la citer dans notre vidéo bilan de l'été. Vous avez été plusieurs dans les commentaires à dire Dexter Résurrection. Oui, alors moi je ne l'ai pas vu pour l'instant, mais en effet les critiques sont très bonnes. Donc je peux comprendre que ce soit un de vos événements de l'été. On aurait dû le citer. D'ailleurs, on a oublié aussi, mon cher Greg, du coup on en parlera après, mais de parler de South Park, la nouvelle saison, dans le bilan de l'été, parce que South Park a fait beaucoup parler d'elle dans cette saison, et il y a eu une petite polémique, si je peux en parler là, il y a quelques semaines, puisqu'en fait, si vous avez suivi la nouvelle saison de South Park, elle parle incroyablement d'actualité, au point où vraiment, ils font les épisodes, mais alors quelques heures avant la sortie, sur Paramount, et du coup, il y a moins d'épisodes aussi. Enfin, il y a un laps de temps plus grand. Il y a 2 semaines. Et il y a une sortie d'épisode qui a été retardée une première fois d'une semaine, puis ensuite d'une autre semaine. Et il y a eu, alors là, des rumeurs sur le fait que... Alors, pourtant, les créateurs l'ont tout de suite dit, non, mais nous, on le sort pas là parce qu'il n'est pas prêt. Hein. Mais non, rumeurs sur le fait que voilà, il y a eu censure, que South Park allait être annulé, etc. Non, on a bien eu l'épisode qui est sorti. Ils ont reconfirmé d'ailleurs que c'était juste parce qu'ils voulaient s'adapter à l'actualité dans la série, qui accessoirement, avec l'épisode qui a beaucoup fait parler, que tu avais déjà évoqué, mon cher Greg, a pulvérisé ses audiences. Donc là, South Park est plus fort que jamais, presque, aux États-Unis. C'est vraiment une série qui t'a marqué, toi, sur l'été, South Park? Le retour en grâce de... Bon, retour en grâce. Ça a resté très solide. Hein. Je sais pas si c'est pas ma saison préférée. Là, je trouve que chaque épisode est incroyable. Alors le dernier, j'ai moins adhéré, mais c'est vrai qu'il y en a certains. C'était c'est très fou. bon. Enfin, vraiment, ils sont drôles.
Ils sont intelligents, ils poussent vraiment à réfléchir sur le monde. Ils trouvent toujours la manière de faire la critique la plus intelligente d'un truc qui va complètement à l'ouest en ce moment. Enfin, franchement, Et absurde aussi. Ouais. voilà. Ouais. Donc, à la base, ma news, c'était Dexter Résurrection pour vous dire qu'il y a une saison 2 donc, qui est officiellement commandée. Par contre, mauvaise nouvelle si vous avez aimé Dexter Original Sin, donc le préquel sur l'adolescence de Dexter. Mais ça avait déjà été dit et c'est reconfirmé lors donc, de cette officialisation de saison 2 pour Dexter Resurrection. Mais Dexter Original Sin ne reviendra pas, la série est annulée. Voilà. Et il parle de plus en plus de spin-off sur, par exemple, potentiellement des tueurs que Dexter aurait croisés. Donc avant que Dexter les tue. Sinon, ça n'a littéralement aucun sens. Voilà. Et puis, tiens, j'ai envie de te poser une question, mon cher Greg. Tu n'auras pas la réponse. Donc, vous n'aurez pas la réponse chez vous. Quelle est la série la plus regardée aux États-Unis actuellement? Une idée, mon cher Greg? Balance des noms là comme ça. Vraiment, non, j'ai pas d'idée. À ton avis? Alors moi, mon avis, moi j'ai la réponse. Donc je vais taper en plein dedans. Je vous ai laissé quelques secondes à la maison. Vous êtes là en train de dire oui, NCIS, peut-être Squid Game, peut-être un The Last of Us, etc. Pas du tout. La série la plus regardée aux États-Unis actuellement, c'est Tracker. Ouais. 17 millions d'Américains ont regardé la saison 2 en moyenne par épisode, c'est très très haut. Devant High Potential, donc HPI, la version américaine d'HPI, que j'ai commencé au secours. Et donc qui est à 16 millions. Et alors la troisième, je la connaissais même pas, c'est Matlock, 15 millions. Donc ça, ce sont les séries regardées sur les chaînes américaines. Et le passage de Tracker sur plateforme, elle est top 5 aux US. Elle n'est battue que par Squid Game, que par Adolescence, Reacher, etc., qui sont les séries vraiment mastodontes des plateformes. Mais voilà, Tracker est la série la plus regardée de la télé américaine. Et honnêtement, ça n'a pas l'air foufou du tout. Donc voilà, si vous avez vu Tracker, je crois que c'est sur Disney+ en France. Voilà mon cher Greg, à toi. Eh bien, j'enchaîne, mon cher Kerr, avec Marvel Studios, un film mystère pour 2027 qui avait été annoncé, placé. On ne savait pas ce que ça pouvait être. Eh bien, on ne saura jamais. Le film a été retiré du calendrier et c'est les Simpsons 2 qui ont pris sa place. Donc je ne pense pas qu'il va y avoir l'apparition de Doctor Doom dedans et qu'il va y avoir une liaison avec les Marvel. Qu'est-ce que c'était? Nous ne sais pas. Moi j'ai vraiment l'impression que en fait ils a arrêtent priori pas c'était Doctor Strange 3 de retirer du coup des choses et que ça laisse vraiment montrer qu'ils sont en refonte, que c'était le boxon, que du coup du boxon ils ont pris la décision maintenant de faire une refonte et d'essayer de recentrer les choses. En fait, c'est vrai que la succession de films médiocres a créé une super-héros fatigue. Moi, j'espère juste qu'il y ait... tout ça, c'est pour qu'on ait vraiment, dans 1 an, dans 2 ans, un vrai rebond avec beaucoup de trucs de qualité. Espérons que ça vienne. Hein. Franchement, je ne peux que souhaiter que ça revienne vraiment au top de sa forme. J'enchaîne avec... A priori, mon cher Greg, c'était Doctor Strange 3 et s'ils l'ont annulé ou en tout cas reporté à plus tard, il y a même des rumeurs sur le fait qu'il n'y ait plus du tout de Doctor Strange. C'est parce qu'ils veulent mettre un terme au multiverse et que du coup ils n'arriveront pas à... Ils ont l'air de galérer avec le personnage et ce qui a été créé autour de Strange dans le dernier. Ce qui est compréhensif. Donc, voilà. Merci pour ce point rumeur autour du film. Star Wars Vision, il y a la dernière bande-annonce qui est sortie et eh bien Star Wars Vision, donc la saison 3, qui va sortir le 29 octobre avec 9 nouveaux courts-métrages. Alors, je me cache pas trop d'être un gros fan de Star Wars et bizarrement, les Star Wars Vision, j'ai dû regarder la première saison en intégralité et encore j'ai un doute. Et ça me chauffe pas. C'est super chouette. Il y a plein d'idées et tout. Mais le fait que ce soit plein de trucs qui sont pas canons et qui étirent l'univers un peu dans toutes les directions,
ça me chauffe pas. Je sais pas, enfin, si vous êtes fan de Star Wars ou pas, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais j'ai vraiment l'impression que, enfin, j'arrive pas à me dire, ok, c'est juste un jeu de l'esprit autour de la licence, ça me parle pas. Je préférais les Animatrix où c'était des visions de l'univers, mais qui étaient canon, quoi. On prenait l'univers et chacun y apportait un peu de sa créativité. Là, cette proposition vision, je la comprends pas trop, ou pourquoi est-ce qu'ils vont pas jusqu'au bout et en faire des éléments qui sont canons, quoi. On a juste l'impression que c'est une fainéantise de dire, bah ouais, non, là, en fait, si c'était canon, il faudrait qu'on aille vérifier et tout, si c'est pas trop compliqué par rapport au lore. Enfin, j'ai vraiment juste l'impression que c'est une pure fainéantise de vérifier tout ça. Je sais pas si toi, ça t'a déjà parlé, les Star Wars Vision. Bah, j'ai pas accroché, mais après, en voyant les premiers épisodes, j'ai vu ouais, la liberté, surtout artistique. Enfin, c'est des artistes qui font ce qu'ils veulent dans l'univers de Star Wars. Et si c'est pas canonique, c'est parce que c'est pour leur laisser la possibilité de s'éclater vraiment comme ils veulent dans l'univers. J'ai envie de dire pourquoi pas. Après, moi, je suis aussi attaché au côté canonique. C'est-à-dire que si on me raconte un truc dans un univers, c'est pas pour que ce soit un truc complètement déconnecté et qui, voilà, c'est juste utiliser l'univers pour utiliser l'univers. Je comprends la démarche, hein, mais j'ai un peu de mal à accrocher. S'ils avaient présenté ça un peu à la manière de What If, tu vois, What If de Marvel avait ça, et encore, ils ont essayé de canoniser le truc, qui n'était pas du tout utile et d'ailleurs qui leur a porté préjudice. Mais juste dire, bon, bah alors, prenons l'histoire et si, en changeant un truc, qu'est-ce que ça donne? Là, ils pouvaient faire ça sur Star Wars. D'ailleurs, enfin, ils ont un truc avec Lego qui fait un peu penser à ça, un peu de loin. Donc, bon, écoute, mais je suis pas, mais pas du tout emballé. Enfin, là, je vous le dis honnêtement, je suis plus du tout Star Wars Vision, hein. C'est sorti de mon champ de vision, justement. Sans mauvais jeu de mots. Voilà, mon cher Greg. Tu vas enchaîner? Non, vas-y, je viens de faire 2 news. Alors, bah, moi j'ai une petite news sur Predator Badlands, le prochain Predator très attendu, qui donc sort en novembre. Et bah, mauvaise nouvelle. Alors, il y a eu une nouvelle affiche, il y a eu un nouveau trailer qui a l'air très cool. Mais la mauvaise nouvelle, c'est quoi? C'est que ça va surtout être le premier film Predator qui va être interdit au moins de 13. Donc, grand public. Voilà, donc, alors ils ont dit, on va faire en sorte que le film soit le plus violent possible pour les enfants. Et en plus, on va pas du tout mettre de sang. Voilà. Donc, alors, ils ont dit pas de sang humain, mais alors ils sont malins, c'est que logiquement, si on connaît l'histoire de Predator Badlands, il n'y a pas d'humain dans Predator Badlands, en tout cas si j'ai bien compris. Donc, bon, mais on verra ce que ça va donner, mais c'est pas pour moi un bon signe, ça. Mais je me trompe peut-être, hein. Autre news, mon cher Greg, George Clooney parle. Et George Clooney, lorsqu'il parle, il lit des trucs. Et il a notamment annoncé que Ocean's 11 14, alors c'est pas du tout le titre, hein, parce qu'on enlève le 11. Et donc c'est... moi j'aime bien. Ocean's 11 14, on n'a qu'à l'appeler comme ça, c'est cool. Et ben il a dit que ça avançait, que le projet avançait bien et que le tournage allait commencer l'année prochaine. Et là, les gens qui étaient présents autour de lui ont dit, mais Georgie, mais qui t'a demandé de nous parler de Ocean's 11 14? Tout le monde s'en fout. Et pourquoi l'appeler Ocean's 11 14? Ça n'a pas de sens. Ce titre n'a pas de sens. Il fallait directement l'appeler Ocean's 11 14. Voilà. Donc, bah, vous êtes ravis, grâce à moi, de savoir qu'Ocean's 11 14, qui est donc le quatrième, contrairement à ce que son nom indique, alors si on compte après la version féminine avec Rihanna, vous allez me dire, mais il n'y a pas du tout que Rihanna. Il y a genre Sandra Bullock, il y a plein. Moi, je n'ai retenu que notre reine à tous, Rihanna, bien évidemment. Et alors, moi, je vais enchaîner avec une autre news, mon cher Greg, pour te dire rapidement que Rebecca Ferguson reviendra dans Dune partie 3. Elle reprendra son rôle de dame Jessica. Et elle a dit, pour l'annoncer, qu'elle n'avait pas un rôle important dans le film, qu'elle était à peine présente dans le livre, c'est vrai, hein, et qu'elle pensait même qu'elle n'allait pas jouer dans le film, mais que Denis Villeneuve avait eu une petite idée. Et elle a terminé cette phrase. Mon cher Greg, enfin cette intervention par cette petite phrase que je trouve géniale et que beaucoup d'acteurs font en ce moment. Et quand ils la font,
c'est qu'ils ont pas lu le scénario et qu'ils savent pas du tout ce qui va venir du truc. Et elle a dit, Rebecca, que j'adore, mais je me suis essuyé les pieds sur Jared Leto. Je peux aussi faire preuve d'un peu de dureté avec des acteurs et actrices que j'adore. Et là, elle a dit, le scénario est phénoménal. Et en fait, il y a plein d'acteurs du MCU, tu vois, qui font ça. Doomsday, le mec, il a tourné 2 jours, il a lu 2 phrases de scénario, et il dit, oh, mais ça va changer l'histoire du cinéma. Ça va changer. Moi, je rêve du jour où un acteur va arriver et dire, ouais, bah l'écriture, c'est pas la force du truc. Hein. J'espère que visuellement, ça sera mieux. Hein. Enfin bref. Et alors, accessoirement, Elisabeth Olsen, elle a dit un truc que j'ai trouvé dingue. Attends que les films sortent, parce que de plus en plus, ils se permettent des trucs une fois que les films sont sortis. Oui. Elisabeth Olsen a dit, là, elle dit plein de trucs. La dernière sortie qu'on avait commentée, c'est moi, j'ai doublé dans Marvel Zombie. Oh, bah, c'était il y a tellement longtemps que j'ai complètement oublié. Et alors, elle a expliqué qu'elle avait tourné des trucs qu'elle avait rien compris et tout, mais et c'est pas de sa faute. Hein. Et elle a dit là, donc, qu'elle a appris qu'elle était la méchante de Doctor Strange 3 semaines avant de commencer le tournage. C'est incroyable. Je pense que tu parles du 2. De Doctor Strange 2. Oui. Et là, tout le monde bug et dit quoi? Elisabeth Olsen, c'est la méchante aussi du 3. Vite, je tweet. Non, ne tweetez pas. Qui tweet en 2025? À toi, mon cher Greg. Tu en penses quoi de ce que dit Elisabeth Olsen? Bah, j'en pense que, et pour être tout à fait honnête, l'enregistrement a coupé. J'ai déjà fait ma réponse. Donc du coup, je vais essayer de la faire en plus courte parce que j'étais parti sur un monologue de 1 quart d'heure. Tu sais quoi? C'était un des plus beaux monologues que tu aies fait dans l'histoire de Cut and Click. Et j'ai souvent vu des monologues très impressionnants dans ma vie. Et celui-là faisait partie vraiment du haut du panier. Donc du coup, je vais vous faire la version résumée. Et il y a très longtemps, j'avais parlé avec un mec, un acteur lors d'un court-métrage, qui était un acteur qui, en fait, faisait aussi du ciné, des séries et tout. Et ce qu'il m'avait expliqué, c'est que contrairement à ce qu'on pouvait penser, notamment sur les séries, en fait, il était casté et ensuite sur une proposition qu'il faisait. Est-ce que tu le fais avec un peu d'innocence ou en étant un peu fourbe? Est-ce que quelle tonalité tu donnes à ton personnage? Quelle gueule tu as? Quelle manière de parler tu as, de marcher, etc. Et après, au casting, il y a une équipe, le casting director, le réalisateur, le showrunner, etc. qui vont dire, ok, lui, il me plaît bien. Et ensuite, une fois que cet acteur est casté avec cette proposition, il va être guidé sur les 2-3 premiers épisodes avec notamment la bible des personnages, qu'est-ce qui s'est passé avant et tout. Mais en soi, sur une série, les réalisateurs vont peut-être changer tous les épisodes. Les showrunners peuvent changer d'une saison à une autre. Et donc du coup, celui qui est responsable de l'intégrité d'un personnage, bah, c'est l'acteur. Et donc en fait, du coup, on se retrouve avec des acteurs qui prennent l'habitude de se dire, bah voilà, mon personnage, il est comme ça, alors je le fais comme ça. Et donc on a de plus en plus, en fait, des acteurs qui reçoivent le scénario tardivement, voire même pas, et du coup vont faire une proposition de jeu qu'on va voir, et ça fait une énorme différence avec les réalisateurs par exemple comme Tarantino qui ont pas peur de dire à Jamie Foxx première prise lors de Django Unchained, il lui dit mais non, là t'essayes de rendre le personnage cool, il est pas cool, c'est une période, il sait pas lire, il est pas cool ce personnage, il est pas groovy, c'est un personnage qui doit être dans un drame et petit à petit il va essayer d'en sortir, et en fait d'avoir des réalisateurs capables de dire à des grands acteurs mais non, tu fais fausse route, tais-toi, c'est comme ça, et donc de créer une cohérence artistique, eh bien il y en a en vrai de moins en moins. Et c'est vrai qu'on parlait lors de la partie qui a été coupée, notamment des films Marvel où ils reçoivent parfois même pas le scénario, où ils reçoivent un scénario mais qui va être changé au montage. Ils parlent parfois devant un fond vert où il n'y a même pas leur co-acteur qui est en face d'eux, c'est un ballon vert pour juste faire du tracking. Donc en fait, dans ces conditions, comment
garder en fait la continuité d'un personnage. C'est très très compliqué. Donc effectivement, en fait, les acteurs de plus en plus peuvent de moins en moins juger sur scénario et de plus en plus se sentir trahis au montage ou à la première découverte du film. On se dit ah mais c'était ça la scène, mais j'étais face à lui. Ah bon? Enfin voilà, on a quand même eu des grandes tirades chez les personnages de Marvel qui savaient pas qu'ils avaient joué ensemble alors qu'ils étaient dans la même scène. Enfin bref. Je vais, mon cher Car, enchaîner par une news qui a un titre un peu coup de poing, titre de Hollywood Reporter. Hollywood est en train de mourir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Hollywood est en train de mourir? Eh bien, tout simplement, il y a, pour vous donner une idée, 2024 était donc la dernière année complète, loguée, dont on a tous les chiffres, est la pire année en quantité de tournage et en jours de tournage de l'histoire de la Californie, si on omet le Covid. C'est-à-dire que, pour vous donner une idée, en 2021, on avait 18 560 jours de tournage, et en 2024, on en avait 7 716, soit 58,4% de moins. Donc c'est vraiment beaucoup moins. Et alors, il y a au niveau des jobs, ça va encore plus vite. En l'espace de 2 ans, entre 2022 et 2024, il y a 42 000 jobs du cinéma, salariés du monde de l'industrie du cinéma et des séries, qui ont été licenciés. Alors vous allez me dire, ouais, mais ils sont des millions. Non. Des personnes qui sont salariées dans l'audiovisuel en Californie, eh bien, il y en avait 142 000, il n'y en a plus que 100 000. C'est donc 30% de la masse salariale de ciné-série de Californie qui a dégagé. Alors à ça, il faut se dire qu'il y a plein de raisons, il y a plein de mouvements. Déjà, la première raison, c'est que maintenant, la Californie n'est plus que la 6e destination au monde pour choisir où est-ce qu'on va tourner. Les premières étant Toronto, Royaume-Uni, Vancouver, Europe centrale et Australie. Alors, si on regarde et qu'on fait, on met une carte avec qui fait le plus de crédits d'impôt et la liste des tournages que je viens de vous citer, en vrai, on est souvent assez proche. Et du coup, ce fameux crédit d'impôt devient de plus en plus un élément central. 71% des projets sans crédit d'impôt ont quitté l'État de Californie entre 2020 et 2024. C'est pour vous donner une idée. Donc il y a eu ce fonds que le gouverneur Gavner, j'ai oublié son nom, a mis en urgence. Donc il y avait 350 millions d'aides. Gavin Newsom. Aucun rapport avec... donc Gavin Newsom donc, a augmenté son fonds de 330 millions d'aides en crédit d'impôt à 750 millions de crédit d'impôt. Mais ça n'empêche pas, ça n'a pas empêché. C'est même avec cela que 2025, eh bien, il y a encore une chute sur le premier trimestre. Si on compare 2025 à 2024, il y a moins 22% de tournage. Donc c'est la catastrophe, et là on est vraiment sur un effet boule de neige qui s'accélère fortement, puisqu'on se retrouve dans une situation où en fait il y a de moins en moins de techniciens qualifiés en Californie, donc ils sont partis, ou en fait les boîtes de production ont formé des gens, notamment en Europe centrale, et du coup on se retrouve avec en fait plus forcément le personnel comme avant, plus forcément le choix dans le personnel comme avant, et les lieux de tournage auraient augmenté leur prix puisqu'ils avaient moins de tournage. Donc en fait, j'écoutais un podcast de producteurs vraiment de l'industrie, un truc qui n'est pas fait pour l'audience, qui est juste pour l'industrie qui se parle un peu à elle-même. Et en fait, entre eux, ils se disaient que là, ils voyaient plus de raison, sauf si le scénario se passe en Californie, de tourner en Californie, puisque ils disaient que tout avait explosé en prix. Si tu veux tourner dans une maison, la location d'une maison pour un tournage, ils expliquaient que c'était 6 fois le prix de la même location de maison pour un tournage au Texas, que les aides, en fait, c'était une espèce de loterie, donc mieux valait, même dans le système d'aide américaine, mieux valait essayer de tenter d'autres endroits. Et du coup, ça crée des gros déplacements de personnes aussi, parce que, par exemple, il y a des vraies questions qui sont posées pour les extras. Donc les extras, c'est les acteurs du fond. C'est beaucoup des acteurs qui, en fait, n'ont pas encore de rôle payé secondaire, etc. Et donc, ils vont faire juste de la figuration pure et dure dans le fond. Eh bien, même ça, c'est la catastrophe. Les gens ne vivent plus de la figuration du coup en Californie, donc les acteurs
changent d'État, et il y a des États qui sont, eux, en explosion. Alors en explosion, c'est timide, mais c'est en augmentation. Et donc on a par exemple la Géorgie qui a fait plus, je crois, j'ai pas les chiffres dans les yeux, mais c'est plus 15% d'augmentation de besoins en figuration. Et accessoirement, il y a les États, on a fait il n'y a pas longtemps une discussion sur le succès ou l'échec commercial du dernier Superman. Et en fait, on voit que les États où Superman a tourné, qui sont des États qui ont donné des aides et du crédit d'impôt à la production, eh bien, sont aussi les États qui ont fait augmenter la figuration, tout simplement parce que, comme Superman, d'autres films vont dans des endroits où il y a du crédit d'impôt pour s'en sortir. Et du coup, des analystes disaient que c'était aussi dû en fait à la rationalisation des budgets. Les streamers, toutes les grosses boîtes de streaming avaient lancé énormément de productions en Californie ces dernières années, et maintenant qu'ils sont plus dans une logique de rentabilité et d'expansion internationale, donc d'avoir des productions faites dans tous les pays où ils sont, implantés, eh bien en fait ça a aussi créé un énorme trou d'air sur les quantités de production en Californie. Pourquoi j'en parle autant ? Parce que forcément Hollywood, le cinéma et Hollywood, c'est un peu une histoire d'amour depuis la Genèse. C'est aussi un énorme levier de soft power en fait pour les Américains, donc ce pouvoir d'influence. Et effectivement, ça crée des tensions, puisqu'il faut vraiment voir ça comme une industrie, mais une industrie qui a double emploi. C'est une industrie qui gagne de l'argent comme n'importe quelle industrie, qui a un peu n'importe quel niveau tous les niveaux de qualification. Et c'est aussi une industrie qui permet de faire par des biais, le sponsoring ou plein d'autres types de biais, de créer aussi d'autres opportunités économiques pour les États-Unis. Donc ils sont très très peu contents de voir leur industrie disparaître, surtout au profit d'autres pays. Ce qui va m'amener une news d'après, mais j'ai déjà fait long sur celle-là. Kerr, je te laisse la parole sur la news. Moi, il m'en reste qu'une et j'aimerais terminer la vidéo, mon cher Greg, là-dessus. Alors, je te laisse faire ta news et je ferai la mienne après. Vas-y. Tu vas voir, je vais de nouveau tacler un acteur. Ok, j'espère que ce ne sera pas par derrière pour que ce soit un carton rouge. Mais du coup, mon cher Kerr, je vais la faire très résumée parce que je ne veux pas non plus m'étendre trop dessus. Mais du coup, de par cette situation qui est catastrophique pour les gens en Californie, et bien du coup, Trump menace de nouveau de mettre des droits douaniers sur les films qui seraient produits à l'étranger. Donc en gros, de la même manière que ils ont mis des droits de douane sur les iPhones qui étaient en Chine, et du coup Apple a fait délocaliser sa production et ils ont tous produit maintenant en Inde pour ceux qui sont vendus aux États-Unis. Et bien de la même manière, il veut menacer en mettant des droits de douane sur les films qui sont produits en dehors des États-Unis pour ensuite être rapatriés par des majors américaines. Et ça crée plus d'inquiétude en fait sur l'instabilité que ça peut créer qu'autre chose. Il y a 2-3 projets de création de grands studios qui sont un peu mis en pause. Il y avait notamment un projet allemand, l'ex-Netflix, qui a un petit peu mis en pause. Donc voilà. Et pour rajouter une dernière couche à tout ça, entre du coup les problèmes de production, enfin la disparition des productions Hollywood, les droits douaniers, ça inquiète la bourse qui se dit qu'en fait l'industrie de l'audiovisuel est peut-être plus volatile que ce qu'elle a été par le passé. Donc qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est que en gros, tu peux avoir une société dont l'action peut se casser la gueule très vite. Si il y a des droits douaniers qui font que toutes ces productions prennent un pourcentage qui va partir à l'État d'un coup, ou que en fait l'industrie à Hollywood se pète vraiment la gueule, donc c'est très compliqué, ils doivent délocaliser énormément des tournages d'un coup. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a de fortes chances que des investisseurs se
mettent à ne plus prêter, alors ne plus investir dans la société, mais notamment ne plus prêter pour que des films soient validés, puisque Hollywood est beaucoup dans une logique de prêt. Donc en fait, ils trouvent des banquiers qui valident le fait de faire un prêt pour faire un film. Alors je dis des banquiers, mais ça peut être plein d'autres types de... C'est des sociétés qui se prêtent, etc. etc. Et ça pourrait vraiment, très rapidement, ralentir ce système, ou en tout cas le freiner, et on pourrait voir des gros projets ne plus se faire juste pour ces raisons-là. Voilà mon cher Kerr sur cette partie un petit peu business, mais dont je trouve qu'il est aussi intéressant de parler de temps en temps quand on parle de cinéma et de séries. Ouais, Désolé c'est de très t'avoir intéressant, mon réveillé cher. comme ça d'un coup sur la fin de ma news. Pas du tout, pas du tout. Et dernière news, mon cher Greg, avant de se quitter, parce qu'il y a plusieurs personnes dans les commentaires qui m'ont remonté cette info qui m'avait échappé, donc je la partage avec vous. Mais Danny Boyle a confirmé que Cillian Murphy serait dans le 2e et 3e film de 28 ans plus tard, qui sera donc une trilogie. Voilà, étonné qu'on n'en parle pas davantage. Voilà, mon cher Greg. À toi pour le mot de la fin. Merci pour cette dernière news que j'ai pas totalement pu entendre, mais qui avait l'air très chouette. Merci. C'est Cillian Murphy, il revient dans le 28 ans plus tard, 2 et 3, qui sera donc une trilogie. C'est Danny Boyle qui l'a confirmé. Ah ok. Eh bien, merci mon cher Kerr, et on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Merci à vous. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Voilà, ce serait très étrange aussi de la partager dans notre cas. Faut booster. Mais il faut booster, c'est vrai. Allez, booster si vous pouvez, ça aide Boostez, les petites les chaînes gars. comme les nôtres, comme la nôtre. Et merci à tous les tipeurs qui nous permettent d'avoir une stabilité sur la chaîne, qui nous permet de produire, d'avoir certains records qu'il n'y aurait pas, tout simplement, s'il n'y avait pas les tipeurs. L'économie de YouTube est fluctuante et du coup, c'est les tipeurs qui solidifient tout ça. Donc merci à vous et merci à tous. À très vite. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans vraiment pas longtemps. Ciao, ciao.